potentiel avec, on voit notamment le m-commerce qui est en pleine expansion, plus largement les usages mobiles qui sont en pleine croissance et qui s'étendent notamment jusqu'au point de vente. Cependant, c'est un gros potentiel, mais c'est un potentiel qui est à travailler, puisqu'on constate qu'il y a 65% d'abandon des applications mobiles au cours des 3 premiers mois, qui sont principalement liées à des problématiques d'expérience utilisateur, avec 51% d'abandon qui sont liés à des contenus qui ne répondent pas à des attentes, 31% qui évoquent des problématiques de fonctionnement, donc des crashs, des anomalies, des latences dans l'utilisation, et 23% qui jugent que l'expérience de navigation n'est pas satisfaisante. Donc quand on parle ROI, on se rend compte assez rapidement que la problématique, la user experience, elle est au cœur de cette problématique-là. Donc finalement, la user experience, c'est quoi ? La user experience, c'est la perception d'une personne qui utilise un dispositif, un produit, que ce soit un produit, un service ou un système, dans un contexte d'interaction homme-machine. Pour faire simple, c'est le souvenir, la perception, l'émotion qu'une personne va ressentir quand elle utilise un dispositif. C'est ce qui va créer la préférence de marque et c'est ce qui va faire que vos utilisateurs à périmètre fonctionnel quasi équivalent ou proche préfèrent votre application plutôt qu'une autre. Quand on parle user experience, on va traiter différents aspects qui commencent depuis la stratégie, le positionnement, l'établissement des cibles et la promesse relationnelle, les fonctionnalités, l'ergonomie, le design, mais aussi le programme relationnel et les performances techniques. Alors, comment est-ce qu'on peut travailler, du coup, cette performance liée à la user experience ? Déjà, évidemment, on va travailler sur les problématiques d'acquisition, une fois qu'on a construit notre dispositif, à travers les leviers gratuits qui sont le référencement sur les stores, le SEO, les reports d'audience naturels qui se font entre le web mobile, voire même les points de vente dans le cas de commerçants et les applications, et les leviers payants. Une fois qu'on arrive sur l'application, on va devoir faire attention à certains facteurs, certains aspects de l'application. Un premier aspect, c'est le happiness, qui est justement l'émotion, la phase de séduction quand on découvre une application. Ensuite, on va passer sur de l'adoption, où là, l'utilisateur va rentrer dans une démarche plus active, on va dire. Ensuite, on passe dans de l'engagement, où là, l'utilisateur va approfondir sa relation, dans de la rétention. Et en filigrane de tout ça, on va avoir l'efficience des principaux parcours utilisateurs. Tout ça va générer un cercle vertueux, puisque ça va permettre de déboucher sur les principaux facteurs de téléchargement, qui sont finalement le bouche-à-oreille, la presse, les notes et les commentaires sur les stores. Donc sur les différents facteurs, donc comment est-ce qu'on peut travailler tout ça ? Donc sur l'acquisition, déjà évidemment on en a parlé, il y a les rebonds entre les différents points de contact, il y a la prise en compte, le suivi, la réponse aux notes et commentaires sur les stores, ça c'est essentiel. Quand on implique les gens et qu'on a des bons commentaires, derrière ils réagissent vraiment de façon extrêmement positive et ça permet de booster les downloads. Il y a l'ASO, donc le référencement sur les stores qui doit être mesuré, suivi et animé suivant les événements, l'actualité de la marque. Il y a les mailings sur les bases utilisateurs et les leviers payants dont on a parlé. Les exemples de KPI qu'on peut avoir par rapport à ça, qui vont varier suivant évidemment le contexte et les objectifs de la marque, ça peut être le nombre de téléchargements, ce qu'on appelle le lifetime value, c'est-à-dire la valeur de l'utilisateur au fil du temps, la durée de vie des utilisateurs, les taux de transformation et la récurrence d'usage. Tout ça, on va le mesurer évidemment par source et par campagne. On va coupler ça avec un calendrier des événements qui permet de noter un petit peu les mises à jour, les événements liés à la marque pour bien savoir finalement quelle campagne, quel contexte, quel événement d'actualité a pu influer sur les téléchargements et sur notamment le business généré. Sur la partie happiness, donc quelques bonnes pratiques, c'est déjà évidemment la pertinence de l'application, ça vous l'avez tous bien compris. On n'est plus dans une logique, beaucoup moins dans une logique de couteau suisse comme on pouvait l'être à un certain moment où on voulait tout faire au sein des applications. Là, on est plutôt dans une logique où on va avoir
un positionnement qui est clair et qui est vraiment ciblé suivant une cible utilisateur ou suivant un besoin très précis. Je prends le cadre des opérateurs, ça va être des applications spécifiques pour la télé, pour self-care, pour le Wi-Fi, etc. On va avoir évidemment une notion d'ergonomie et de design best of the art, mais qui va servir la dimension servicielle. C'est-à-dire qu'on ne va pas faire de l'animation juste pour faire de l'animation. Il faut que ça apporte quelque chose dans le parcours du client, un élément d'information, ou enfin, vraiment que ce soit utile. Et évidemment, tout ça, on doit le faire en étant toujours attentif au niveau de la qualité de service. C'est-à-dire pas de crash, pas de latence, pas d'anomalie, parce qu'on peut faire l'ergonomie, le design le plus magnifique qui soit. Si derrière, on a une application qui, techniquement, ne tient pas, on aura de toute façon, tous nos efforts ne porteront pas leurs fruits. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a 26% des applis qui ne sont utilisées qu'une seule fois. Donc cette première impression, elle est vraiment essentielle. Sur les exemples de KPI, on a le fameux Net Promoter Score qui aujourd'hui est extrêmement suivi, de plus en plus suivi chez les marques, notamment chez les annonceurs qui mesurent... qui compare les détracteurs avec ceux qui recommandent l'appli. On a les notes et les commentaires sur les stores qui, bien évidemment, sont à suivre précisément suite à la mise à jour, le nombre de partages sur les réseaux sociaux, etc. Il peut y avoir plein d'autres indicateurs suivant votre contexte. Et des exemples d'outils. Donc, il y a évidemment les outils statistiques qui permettent de mesurer tout ça, des tests utilisateurs extrêmement importants et de plus en plus mis en place chez les marques, notamment avant les lancements ou après, pour s'assurer qu'on répond bien aux besoins utilisateurs et les tests de montée en charge, etc. Sur la partie adoption, donc, ce qui est assez important de faire, c'est d'avoir une UX qui est centrée sur les besoins clés des utilisateurs ciblés. Donc ça, on va pouvoir le mettre en œuvre notamment grâce à la détermination de cibles, donc c'est les personas, et la mise en phase de diagrammes d'alignement, c'est-à-dire savoir durant le cycle de vie de ma cible, quels sont ses besoins, à quel moment, quel est son état d'esprit à chaque étape pour pouvoir le servir le mieux possible. Et on va vraiment s'assurer que les fonctionnalités essentielles, elles sont mises en avant et elles sont extrêmement faciles d'accès. Et encore une fois, on a cette qualité de service qui est un impondérable. Sur les exemples de KPI, on va avoir le nombre d'utilisateurs qui ont fait une action déterminante. Bien évidemment, ça change en fonction des objectifs des marques. Ça peut être de la création de compte, ça peut être de l'achat, ça peut être la souscription d'options, tout ça, c'est adapté. La récurrence de visite et puis les tops des contenus, des fonctionnalités, savoir si finalement ce qu'on essaye de pousser, c'est vraiment ce qui est utilisé. Sur la rétention, donc on va mettre en place un plan de contact qui est personnalisé et contextualisé. C'est-à-dire qu'on ne va pas parler à tout le monde de la même manière. On va par exemple pousser des push notifications de réassurance aux gens qui ont rencontré des crashs en disant « vous inquiétez pas, ça va bientôt être corrigé ». On va pousser des pushs de découverte de fonctionnalités aux gens qui n'utilisent pas assez des fonctionnalités qu'on aimerait qu'ils utilisent. On va pousser des pushs sur des contenus liés à des affinités. Enfin, on a l'occasion, via le mobile, justement, de pousser des messages qui sont super adaptés aux consommateurs. Et ça, il faut le faire. Le push notification, utilisé à bon escient, ça peut doper l'audience, ça peut générer des pics d'audience jusque x6. Donc c'est vraiment un outil qui est extrêmement puissant. Et bien entendu, quand on lance un dispositif, le lancer, c'est très bien, mais il faut évidemment avoir prévu la roadmap de fonctionnalités avec des vraies nouveautés. On est dans un écosystème qui est, on le voit très bien ici, qui est extrêmement novateur, où on a énormément d'applications nouvelles, super intelligentes, super bien designées, qui sortent tous les jours. Les gens sont habitués à ça, donc il faut rester dans ce contexte-là, toujours être au niveau, toujours se remettre en question et toujours séduire l'utilisateur. Et c'est la même chose pour les contenus. On va devoir effectivement animer, adapter les contenus au support mobile et proposer des nouveautés de façon récurrente. Donc sur les exemples de KPI à suivre, on va avoir la récurrence des visites, la récurrence des achats, des actions déterminantes, etc. Sur l'engagement, donc les bonnes pratiques, c'est une navigation qui est personnalisée, facilitante et évidemment engageante.
Je vais adapter mon interface suivant le contexte de mon utilisateur. Je prends l'exemple d'un opérateur mobile. Je suis face à un client qui a une offre mobile et non pas une offre ADSL. Évidemment, je ne vais pas lui parler des options sur la DSL. Ça n'a pas de sens. Je suis un acteur du commerce. J'ai des boutiques. Je vais peut-être pouvoir proposer, afficher à mon client sa boutique préférée, son vendeur, lui proposer de prendre rendez-vous avec le vendeur. Voilà, il y a des choses de ce type-là à faire qui sont assez engageants. Bien entendu, je vais pouvoir utiliser des programmes de fidélité, également des programmes de gamification qui vont pouvoir un peu pousser les gens finalement à faire vivre le dispositif également avec moi. Et les dispositifs de co-création qui sont extrêmement intéressants dans une logique où on va sonder, faire voter les utilisateurs sur les futures fonctionnalités pour qu'eux-mêmes contribuent à la construction de leur dispositif. Les exemples de KPI, donc il y a le nombre d'actions engageantes par utilisateur, évidemment, donc les achats, des photos uploadées, des likes, tout ce qui fait que l'utilisateur donne un peu de lui-même finalement au sein du dispositif. Le nombre de partages sur les réseaux sociaux, le taux de réponse au sondage, le nombre de visites, etc. Donc il peut y avoir plein de KPI possibles à adapter. Et enfin, le task success, qui est en fait l'efficience du parcours. Donc là, ce qui est extrêmement important, c'est d'identifier et de faire le focus sur les parcours clés de l'application. C'est-à-dire qu'on ne va pas traiter tous les parcours de l'application de la même manière. On va identifier 2-3 parcours clés au sein de l'application. Et ceux-là, on va les suivre de façon très fine. Et on va être dans une notion d'amélioration continue de ces parcours-là. On va suivre le temps de réponse, on va mettre en place toutes les méthodes possibles de facilitation de parcours, donc la réduction des étapes, les paiements one-click, les contenus personnalisés, le pré-remplissage des champs, et ainsi de suite. Et on va également avoir une information qui est claire sur tout ce qui se passe. C'est-à-dire quand on a un message d'erreur, il ne faut évidemment pas que ce soit un message d'erreur technique, il faut que ce soit un message d'erreur qui parle au client. Quand on a des temps de chargement, il faut qu'on explique au client pourquoi il attend. Peut-être qu'on est en train de charger le catalogue produit, qu'on est en train de charger ses données personnalisées. Il faut qu'il comprenne le bénéfice derrière. Et toujours, de la même manière, on va avoir cette qualité de service qui est extrêmement importante. Ce qui se passe, c'est qu'il y a 30% des utilisateurs qui, quand ils cherchent à répondre à un besoin, ils téléchargent plusieurs applications qui répondent aux mêmes besoins, ils les testent, et au final, ils sélectionnent celle qui réellement est la plus efficace. Donc il y a une vraie compétition, et du coup, cette efficience des parcours, elle est extrêmement importante. Sur les exemples de KPI, on peut avoir les taux de complétion des parcours clés, le taux d'abandon, d'échec aux différentes étapes, donc c'est la notion d'entonnoir, de funnel, de tunnel de transformation notamment, le temps pour remplir un formulaire sur une page et le temps pour réaliser un parcours complet. Et pour nous aider dans cette phase-là notamment, on va mettre en place encore une fois les tests utilisateurs et tout ce qui est A/B testing, donc en particulier évidemment sur ces 2-3 parcours qui sont clés pour pouvoir les optimiser au maximum. On va faire également donc tous les tests de montée en charge qui vont bien, s'assurer que derrière tous les web services, tout répond parfaitement bien, etc. Pour la petite illustration, on a récemment mis en ligne une application bancaire dont on était extrêmement fiers, qui était très axée data visualisation, etc. Et derrière, sur les stores, on a une note qui a dévissé de 1 point, voire 1,5 point. Tout simplement parce que les web services essentiels qui répondaient aux besoins essentiels du client, derrière, ne fonctionnaient pas. Donc on a fait un très gros projet, un énorme effort, et finalement, en croyant apporter un bénéfice au client, et finalement, parce que le basique, les performances n'étaient pas au rendez-vous, et ça a eu un effet contre-productif. Voilà, d'où l'importance de tous ces aspects-là.